Wesh. Non, c'est tout. C'était l'intro. Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ça fait un moment, un podcast un peu tardif, on va en reparler. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que 2020 n'est pas trop catastrophique pour vous. Vous écoutez le podcast Rio va vous parler, qui est du coup un petit podcast que je réalise de temps à autre. On va reparler de la fréquence parce que je vais encore changer des trucs, c'est terrible. On change encore des trucs, c'est incroyable. Donc du coup, 3e podcast, cette fois on va parler uniquement de jeux vidéo. Et voilà. Je rappelle le principe pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il s'agit d'un podcast à la cool, et donc moi je n'ai aucun texte, j'ai des notes, mais c'est tout. On parle de sujets qui tournent autour de la fiction, que ce soit parler d'œuvres en général, ou parler de sujets qui tournent autour de certaines œuvres. Voilà, ça peut être un peu n'importe quoi honnêtement. Qui dit à la cool dit ambiance un peu posée, avec des musiques un peu calmes derrière, et un ton un peu calme aussi. En général, ça va pas gueuler. Et je rappelle aussi que la vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt, et que vous pouvez très bien écouter ça comme un podcast, voilà. Tout bêtement, c'est vous qui voyez. Mais je ne vais pas mettre énormément d'efforts dans le montage, et du coup c'est aussi adapté à être écouté uniquement en audio. Et voilà, j'aimerais revenir sur un petit point que j'ai commencé à aborder au tout début. Il se trouve que j'avais annoncé que ces podcasts allaient être saisonniers, c'est-à-dire que voilà, j'ai nommé le podcast précédent le podcast du printemps. Spoiler, il se trouve que on est un petit peu, on n'est plus en été là. à l'heure où j'enregistre ce podcast, on n'est plus en été. Il n'y a pas eu de podcast en été, donc c'est un podcast un petit peu tardif. Je suis désolé pour le délai. J'étais vraiment très absorbé par les vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui était vraiment une priorité absolue pour moi. Et je voulais vraiment terminer ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Sauf que je me suis aussi rendu compte que ce serait peut-être un petit peu mieux de faire 3 podcasts par an et pas 4. Parce que, en fait, je compte garder le podcast de l'hiver comme étant un gros bilan de l'année. Et du coup, forcément, ça va être un podcast vachement plus long que les autres. Je me suis dit, comme ce podcast de l'hiver est quand même sacrément fourni, ça compte un peu pour 2, et je me vois pas en fait faire un podcast en automne et enchaîner derrière sur le podcast bilan, parce qu'en fait le podcast bilan de l'année demande beaucoup plus de temps que le reste, et du coup ouais, je pense que ça va plutôt devenir 3 podcasts par an, et plus des podcasts saisonniers du coup. Et on aura 2 durant l'année et 1 en début d'année, qui fait le bilan de l'année précédente en gros. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast de l'été et que je sors ce podcast un petit peu plus tard. Voilà, on réécrit les règles alors qu'on est au 3e épisode seulement, déjà ça commence bien. Voilà pour cette petite parenthèse, bon c'est juste que je vais changer un peu la formule, enfin surtout le titre des podcasts du coup, il faudra que je trouve autre chose. Et voilà, on va commencer, je vais annoncer les sujets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, uniquement du jeu vidéo, mais aussi uniquement 2 sujets différents. Le premier, c'est un sujet que j'ai promis durant le bilan de 2019, quand on a parlé du jeu, parce que c'est un jeu qui date de 2019. Il s'agit de Fire Emblem Three Houses. J'ai dit que j'avais quelques petites choses à dire dessus, et c'est le moment, c'est aujourd'hui, on est là, on n'est pas tout seul, c'est pas ce que je voulais dire. C'est aujourd'hui que je vais aborder ce sujet, une thématique en particulier que je vais aborder à propos de Fire Emblem,
Et on va commencer par ça aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner sur un petit sujet, encore une fois, une triche sur le concept du podcast. Je suis un petit filou, parce qu'on va parler en fait de la série de jeux vidéo Mega Man Zero et Mega Man ZX. Alors, si vous connaissez un peu le sujet, vous savez qu'il y a une collection, une compilation qui est sortie cette année. Mais bien sûr, on ne va pas parler de la compilation parce que ce serait tricher. Je rappelle qu'il y a une règle dans ces podcasts, c'est de ne pas parler de sujets d'actualité parce que je réserve ça pour le podcast de l'année. Du coup, on va pas parler on va pas parler de la collection, on va parler juste des jeux qui sont du coup des jeux plutôt rétro. Et du coup, ça compte, n'est-ce pas ? Je filoute la règle. On reparlera de la collection plus en détail, enfin pas de la collection en elle-même, de la compilation et de ce qu'elle offre dans le podcast bilan de 2020. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les jeux, sur les 6 jeux disponibles dans cette collection. Il s'agira de donner mon avis rapidement sur les 6 jeux, voilà. Cependant, je précise tout de même qu'il y aura des petits spoils sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Pour Fire Emblem, ça va être assez léger, je pense. Ça va concerner sans doute la structure du jeu. Par contre, pour Mega Man, je vais spoiler 2-3 petites choses sur la fin surtout sur la fin de 0.3 en fait. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et bien entendu, on va finir ce podcast par une petite partie YouTube comme la dernière fois, où je vais revenir sur les vidéos Yu-Gi-Oh! Et aussi, pourquoi pas, teaser un peu la prochaine vidéo. Incroyable. Et ça, ce sera à la fin, bien sûr. Et on commence tout de suite avec Fire Emblem. Attention, ce que vous allez entendre sont des opinions. Je ne vais pas me faire que des amis aujourd'hui, parce que j'ai très envie de parler de Fire Emblem et d'un point en particulier, mais pourtant, je suis pas très fan de Fire Emblem en fait. Alors j'ai pas joué à beaucoup de jeux de la série, ma connaissance autour de la série, c'est surtout les derniers jeux en fait. J'ai joué à Awakening, j'ai joué à Fate, oui, à une version de Fate, c'était Héritage. Et j'ai aussi, du coup, joué à Fire Emblem Three Houses. Mais avant ça, j'ai touché qu'à un seul épisode, et c'était The Sacred Stone, que j'ai découvert sur 3DS. Et oui, parce que je fais partie de ces gens, je fais partie de ces bons Yankees qui ont acheté une 3DS à 250 balles à l'époque de sa sortie, et du coup, je suis officiellement... je fais officiellement partie du programme ambassadeur de la Nintendo 3DS, et du coup, j'ai reçu 10 jeux NES et 10 jeux GBA gratuitement. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai découvert Fire Emblem. Les Fire Emblem classiques, ce que j'appelle les Fire Emblem classiques, en fait, c'est tout ce qu'il y a avant Awakening, parce que pour moi, je pense que Awakening a marqué un gros tournant dans la franchise, même si, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un expert du sujet. N'hésitez pas à étaler vos connaissances dans les commentaires si jamais je dis des bêtises, ça m'apprendra des trucs. Et du coup, ouais, je suis pas le plus grand fan de Fire Emblem parce que, déjà, je suis pas le plus grand fan de Tactical RPG. Alors, je déteste pas, je peux y jouer, mais c'est quelque chose qui me frustre très rapidement quand c'est un peu complexe, quand c'est un peu difficile. Et Fire Emblem, je trouve ça plutôt difficile. En particulier les classiques où il y a une certaine mécanique de jeu qui revient à tous les épisodes, il me semble, hein, c'est le permadeath. Alors pour ceux qui connaissent pas le permadeath, donc permanent death, c'est en gros le principe, c'est la mort permanente, c'est en gros lorsqu'un de vos personnages tombe au combat, il meurt définitivement en fait. C'est une mécanique que je trouve vraiment très intéressante sur le papier.
Alors c'est pas forcément quelque chose qui est uniquement dans Fire Emblem, il me semble que pas mal d'autres jeux du même genre utilisaient ça déjà il y a pas mal de temps. Mais dans Fire Emblem, c'est tout à fait réussi, et je pense que ça doit être vraiment très très fun pour les gens qui aiment ça. Parce que vraiment, ça a pas mal d'avantages, et notamment le fait que ça permet un peu de... Ça a pas mal d'avantages, et ça permet vraiment de se lancer dans le jeu de manière plutôt différente. Moi, j'imagine que les gens qui sont vraiment très chauds sur Fire Emblem, c'est des gens qui font plusieurs runs, qui font une run où ils essayent de garder tout le monde en vie, où ils font une run où vraiment ils respectent le permadeath et ils continuent de jouer avec ses contraintes. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose de très chouette quand on accroche au concept. Malheureusement, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas, la mort arrive tellement vite dans Fire Emblem, tu fais 2 erreurs et c'est fini, que je suis vraiment très très vite frustré par ça. J'ai déjà essayé de jouer le jeu, mais c'est pas forcément ma cam. Je suis pas assez fan de tactical pour vraiment être investi dans ce genre de mécanique en fait. Pourtant, le permadeath et plein d'autres aspects de Fire Emblem, ça amène quelque chose qui, pour moi, fait partie intégrante de l'expérience Fire Emblem, et que je trouve super intéressant, et c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui, c'est cette implication émotionnelle qu'on a avec les personnages dans Fire Emblem. C'est vraiment ce qui rend Fire Emblem si particulier pour moi, parce que c'est peut-être le seul jeu que j'ai vu vraiment utiliser ces mécaniques pour essayer de vraiment m'accrocher à ces personnages. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est pas une réflexion incroyable, révolutionnaire, il y a des gens sur internet qui en ont déjà parlé, et je pense notamment à la vidéo sur Three Houses de Akash de la chaîne Un bot pourrait faire ça, que je vous conseille, qui parle exactement de ce sujet. Mais j'avais envie de revenir là-dessus et d'étendre la réflexion, en prenant en compte notamment les jeux qui précèdent Three Houses, parce que je trouve qu'il y a des trucs très intéressants qui ont été tentés avec Awakening et avec Fates. Dans les Fire Emblem classiques, cet attachement qu'on a avec les personnages, c'est quelque chose qui passe, j'ai l'impression en tout cas, vraiment par le chara-design, par cet élément de permadeath, et aussi par le scénario dans certains cas, dans le cas où on parle des personnages principaux de la série. Dans Fire Emblem, les personnages, je les trouve pas forcément, en tout cas dans les jeux auxquels j'ai pu jouer, je les trouve pas forcément incroyablement bien écrits, incroyablement originaux, mais ils ont tous plus ou moins une petite histoire, une petite backstory, parfois un peu tragique, et un chara-design qui est vraiment très propre et qui est vraiment super cool. Et je pense que ça marche sur pas mal de gens, en tout cas sur moi ça a marché, c'est certain. Il y a déjà un petit attachement qui se fait simplement en jouant au jeu avec ces aspects-là, mais le permadeath permet d'amener un élément de pression en plus. C'est-à-dire qu'on risque d'être vraiment très prudent avec les personnages qu'on aime bien, parce que justement on veut pas s'en séparer. Parce que les jeux aiment bien nous rappeler les horreurs de la guerre et nous faire un peu comprendre que c'est de notre faute si tel personnage est mort. Parce que c'est nous le stratège dans tout ça, et il y a déjà avec le permadeath un petit élément qui implique le joueur. Et du coup on a une espèce de peur, une espèce de pression sur ce sujet, sur la perte de nos personnages, parce que non seulement on va perdre un personnage peut-être qu'on aime bien, mais en plus on va perdre aussi un bout de gameplay, parce que si ça se trouve ce personnage c'était un archer, et c'était le seul qu'on avait, et du coup il était vachement pratique en combat, je sais pas, j'invente un peu, mais il y a vraiment une implication émotionnelle à ce niveau, on implique vraiment le joueur dans la partie avec tous ces aspects. Et c'est pour ça que je pense que malgré que ça me plaise pas du tout, moi personnellement, le permadeath c'est un élément primordial dans les Fire Emblem, en tout cas dans les Fire Emblem classiques. Parce qu'il se trouve que en 2000, je sais pas, j'allais donner une date, 2011, c'est ça ? Je fais une petite recherche Google. 2012. Parce qu'il se trouve qu'en 2012, y a Fire Emblem Awakening qui est sorti un peu dans un contexte particulier pour la franchise,
C'est-à-dire que c'était un peu la dernière chance pour Fire Emblem qui se vendait plutôt bien au Japon, mais vraiment pas très bien en Occident, et qui avait jamais percé. Et le jeu a vraiment bien fonctionné et a sauvé la licence. Et peut-être que l'une des raisons pour ça, c'était que eh bien, le permadeath n'était plus obligatoire, ouvrant ainsi un peu Fire Emblem à un nouveau public, un public un peu plus casu, dont je fais partie, bien sûr. Ce qui est intéressant avec Awakening, c'est que donc ce permadeath n'est plus obligatoire, mais en contrepartie, on gagne d'autres mécaniques qui viennent renforcer en fait cet attachement émotionnel au personnage. Je pense notamment à la mécanique d'affinité entre les personnages, c'est-à-dire qu'en fait, en combat, et il me semble qu'il y a d'autres trucs qui permettent d'augmenter leur affinité, mais voilà, si deux unités en combat sont proches l'une de l'autre, elles vont gagner en affinité, et voilà, tous les personnages entre eux ont des niveaux d'affinité qui débloquent des espèces de petites scènes très sympathiques où on les voit dialoguer, où on en apprend un peu plus sur eux et sur leurs relations. Et ça c'est très chouette, et on peut même aller jusqu'au mariage. Alors mariage de personnages de genre opposé bien sûr. Alors, il faut y aller doucement avec Papy Nintendo, il a pas encore bien compris que des personnes du même genre peuvent s'aimer. Quoique, il y a quelques personnages qu'on peut romancer, peu importe notre genre, dans Three Houses, et il y a quand même un peu de progrès. Et moi, c'est un truc qui m'a plutôt plu, de faire mes petits couples, et de vraiment planifier à l'avance qui j'allais mettre avec qui, et quelle combinaison serait cool, parce que ça a aussi un impact sur le gameplay. Et puis, ça a aussi un impact plus tard, alors désolé, petit spoiler, mais disons qu'on va voir les enfants de ces personnages-là, et que ces enfants vont devenir des personnages jouables aussi. Donc vraiment, il y a ce côté un peu gestion qui vient s'ajouter à Fire Emblem, et qui pour moi renforce l'attachement émotionnel qu'on a avec ces personnages. On n'est plus uniquement impliqué dans les batailles et dans la survie de ces personnages, mais on est aussi impliqué presque intimement avec eux. C'est un procédé qui a beaucoup marché sur moi, ça m'a vraiment permis de m'attacher à eux. Et personnellement, je pense que ça justifie un peu le fait qu'on n'ait plus besoin du permadeath. Alors, quand je dis plus besoin, je dis pas qu'on doit complètement l'enlever de Fire Emblem, on peut le garder, mais en tout cas, le rendre facultatif, pour moi, c'est pas un problème du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui font qu'on s'attache à ces personnages. Il y a d'autres mécaniques de jeu qui rentrent en compte. Et je dois bien avouer que moi, ça m'arrange bien en tant que joueur très casu de Fire Emblem. Mais c'est pas fini parce que les épisodes d'après vont pousser le concept encore plus loin, en mêlant avec ça vraiment le scénario qui va vraiment essayer d'impliquer le joueur émotionnellement aussi dans tout ça. Alors dans un premier temps, de manière pas forcément très efficace, je vais y venir tout de suite, mais ça prendra une dimension bien plus cool avec Three Houses. Mais d'abord, il y a Fire Emblem Fates, qui lui est un échec à ce niveau-là, je trouve. Fire Emblem Fates, c'est des jeux Fire Emblem qui avaient une promesse de base vraiment intéressante. C'est-à-dire que ça marche un peu comme Pokémon avec plusieurs versions. Il y a 3 versions du jeu, dont 2 qui sont vendues en boîte, et une 3e qu'on obtient à prix réduit, voilà. À la différence que dans Pokémon, les jeux c'est les mêmes entre les versions. Par contre, pour Fire Emblem Fates, les jeux sont totalement différents. Ça reprend les mêmes assets, mais les cartes et les événements scénaristiques sont différents. On a d'un côté Fire Emblem Héritage, qui est un jeu qui se passe du côté d'un royaume, le royaume de Hoshido. On a Fire Emblem Fate Conquête, qui lui se passe du côté du royaume de Nord. Et ensuite on a Fire Emblem Révélation, qui lui ne se passe dans aucun des 2 royaumes, et est une espèce de conclusion, il me semble. J'ai pas joué à celui-là, désolé. Et en fait, dans ce jeu, on incarne Corrin, qui est un personnage qui, alors, il me semble, si je me souviens bien, je fais ça de tête, il est né à Hoshido, mais il a été enlevé à la naissance, et du coup, il a grandi à Nord. Mais au tout début du jeu, il y a des circonstances qui font qu'il revient à Hoshido et
qui du coup il prend conscience, et du coup il prend conscience de ses origines, et du coup voilà, dans le prologue du jeu, on évolue entre la famille la plus importante du royaume d'Oshido, et la famille la plus importante du royaume de Nord, et il va se passer tout un tas d'événements qui vont faire que Corrin va se retrouver au milieu, vraiment d'une guerre entre les deux clans, et il va devoir faire un choix, choisir sa famille adoptive, ou choisir ses origines. Et c'est quand même plutôt intéressant sur le papier, parce que... Et ça veut dire que pendant tout le jeu, il y a un des deux camps qui va être un camp ennemi. Et du coup, on va continuellement croiser les personnages de l'autre famille, et se battre contre eux et les tuer, et eux vont nous traiter comme un traître au final. Et c'est pour ça que je dis que le scénario implique vraiment émotionnellement. Alors c'est quelque chose qui était déjà présent dans les anciens Fire Emblem, hein. Évidemment le scénario raconte les histoires des héros, des personnages principaux en tout cas. Alors, tous les personnages de Fire Emblem ne sont pas importants dans le scénario du jeu, mais en tout cas les héros sont là et il y a un attachement émotionnel évidemment. Mais ici on a vraiment une implication un peu plus personnelle en fait. Parce que théoriquement, si on connaît tous les personnages des deux familles, on va vraiment ressentir de la peine en combattant les personnages, des personnages qu'on aime peut-être bien. On a une espèce d'implication émotionnelle négative à devoir combattre ces gens qui nous prennent pour un traître. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que le choix se fait beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a une espèce de prologue, je crois que ça dure 1 heure ou quelque chose comme ça, où on apprend à connaître les personnages des deux familles. Je vous avoue que mes souvenirs sont un peu vagues à ce sujet, mais il me semble quand même qu'on a une introduction aux deux familles, peut-être pas pendant 1 heure, 1 heure c'est peut-être un peu trop quand même. On a une introduction à tous ces personnages, à tous les personnages de cette famille, et de ces familles, pardon, et il y a des choses importantes qui se passent dans le scénario qui vont lancer un conflit entre les deux, et du coup il va falloir faire un choix. Le problème c'est que ce prologue n'est vraiment pas suffisant pour s'attacher à ces personnages. Ce qui au final donne le résultat que j'en avais pas grand chose à faire, que les personnages de Nord me prennent pour un traître, alors que je les ai vus 5 minutes au début du jeu, j'en ai un peu rien à foutre. Et je me trompe parce que je vous dis qu'on fait le choix au moment où il y a la guerre qui se déclare, mais non. Bien sûr que non, le choix, on le fait pas à ce moment-là, le choix, on le fait au magasin. Parce que choisir l'un ou l'autre camp, ça se choisit quand on achète notre jeu. Et si vous n'avez pas suivi la com du jeu, et même si vous l'avez suivi, en vrai, je suis même pas sûr que ce soit suffisant pour s'attacher à ces personnages-là. Si vous n'avez pas suivi la com du jeu, la seule information que vous avez, c'est la boîte des jeux. Et c'est pas suffisant. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait raté pour moi, même si ça fonctionne quand il s'agira de faire l'autre version, en fait. Si vous comptez faire héritage, conquête et révélation, là ça va fonctionner. Mais si vous voulez vraiment juste faire un seul des jeux et qu'après vous en avez marre, eh ben, ça fonctionne pas. C'est ça mon problème en fait, c'est qu'il faut attendre d'avoir fini le premier jeu, de passer 30 heures sur le premier jeu pour que ça fonctionne après. Et c'est vachement dommage. Parce que le concept est là, le concept est bien sur le papier, mais ça marche pas dans les faits. Ou ça marche beaucoup trop tard. Alors évidemment, Fates reprend tout de même les mécaniques instaurées dans Awakening, et bien entendu le choix ou non de jouer en permadeath. Donc là-dessus, on reste plus ou moins sur la même chose. Mais voilà, c'est vraiment, il y avait une tentative de faire quelque chose avec le scénario, et ça n'a pas fonctionné. Par contre, vient ensuite Three Houses, et là c'est parfait. Je pense que Three Houses, c'est mon Fire Emblem préféré, c'est pas difficile, je pense. Vous l'aurez bien compris que c'est pas forcément une série que j'adore, et c'est justement peut-être pour ça que c'est mon préféré, parce que c'est un épisode qui est un peu différent. Ça reste du tactical, ça reste du Fire Emblem, mais il y a vraiment beaucoup plus de choses qui viennent s'ajouter à ça. Il y a vraiment tout un deuxième jeu, en fait, qui se passe en parallèle des phases de tactical.
il y a un énorme aspect gestion qui vient s'y ajouter. Vraiment très inspiré, beaucoup de gens name drop Persona quand on parle de cet aspect du jeu. C'est parce qu'en fait le contexte du jeu est vraiment très propice à faire ça. Il se trouve qu'on incarne Byleth, un ou une mercenaire qui va devenir professeur dans l'académie de... je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé, j'ai pas retenu les noms. Ça fait très longtemps que j'ai plus joué au jeu en fait. Ça fait un moment. Et du coup, on va être à la tête d'une classe de jeunes soldats, et on vit tous ensemble dans un monastère, et du coup, il y a vraiment, vraiment beaucoup de nouvelles mécaniques qui viennent s'y ajouter, des nouvelles mécaniques qui permettent de s'attacher à ces personnages, et vraiment de passer beaucoup de temps avec eux. Le jeu nous demande de faire un choix parmi 3 classes de personnages. Tous les personnages sont vraiment... ils ont vraiment chacun leur personnalité, ils sont assez développés et tout. Moi, personnellement, j'ai fait la route de Claude, le BG, parce que les 2 bourges, là, j'étais pas chaud. Donc, de la même manière que dans Fate, on fait un choix dès le début du jeu, cette fois sur un seul jeu, tant mieux. On fait un choix dès le début du jeu, mais les conflits et le déchirement ne commencent pas dès le début du jeu, en fait. Je vais spoiler un peu la structure du jeu, je vais pas en dire trop, mais... en gros, il y a toute une moitié, vraiment une grosse moitié du jeu qui est une moitié un peu paisible, où on passe du temps dans le monastère. On a quand même des missions, il y a quand même un scénario qui se déroule, mais on va passer beaucoup de temps dans le monastère à apprendre à connaître les élèves de notre classe, évidemment, mais aussi des autres classes. On va être dans une position où c'est vraiment très récompensé d'apprendre à connaître les personnages, de passer du temps avec eux. On a un système de points d'action qu'on peut dépenser dans diverses activités qui va nous rapprocher de ces personnages, et faire des activités avec des personnages, ça va aussi servir pas mal dans le gameplay, notamment dans l'apprentissage des personnages, parce qu'ils ont tous leurs spécificités, et on doit choisir, nous en tant que professeur, on doit choisir quelles compétences... dans quelles compétences est-ce qu'ils vont s'exercer pour gagner de l'expérience, pour gagner de la maîtrise, et puis plus tard pour changer de classe et tout, bref, je vais pas tout détailler, mais vraiment il y a un aspect gestion qui est vraiment très très poussé, et qui est complémentaire avec cet attachement à ces personnages. Et par la suite, la deuxième moitié du jeu, ça va être vraiment la guerre, je vais pas entrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais on va être amené à affronter parfois des personnages des autres classes, et vraiment là ce sera vraiment du combat à mort, et là c'est chaud, là tu le ressens, l'impact émotionnel, le déchirement de tuer ces personnages que tu côtoyais au début du jeu. Là tu le ressens, là, et là ça marche vraiment bien, et c'est pour ça que pour moi ce jeu-là a été vraiment très impactant, et sans doute l'un de mes jeux préférés de 2019, je l'ai déjà dit dans le bilan. J'ai pas fait tout le contenu du jeu, j'ai passé un peu plus de 90 heures sur le jeu, j'ai essayé de reprendre récemment, mais j'ai pas trop réussi. Mais vraiment, durant ma première partie, j'ai pris mon temps, je me suis vraiment investi, j'ai vraiment passé énormément de temps avec ces personnages, à essayer de les construire comme je voulais qu'ils soient en termes de gameplay, en termes de statistiques et tout, et ça a vraiment super bien fonctionné sur moi. On a tout le temps le choix de passer du temps avec qui on veut, de manger avec eux, de boire le thé. Oui, incroyable. Et c'est pour ça, et pour moi c'est vraiment une réussite, ce que Fate n'a pas réussi à faire, Three Houses le fait parfaitement. En plus de tout le reste, bien sûr, il y a toujours l'affinité entre les personnages. Alors, on peut plus les marier entre eux. Pourquoi pas, au final, ça change pas grand-chose. On a quand même des petites scènes qui les mettent, qui les mettent en avant, qui mettent en avant leurs relations, qui évoluent et tout. C'est quand même super intéressant. C'est un super bon moyen de développer les personnages, bien plus que dans les épisodes 3DS, où c'était vraiment... En tout cas, dans mes souvenirs, c'était vraiment plus des scènes de la vie quotidienne, un peu osef,
Alors que dans Three Houses, on est vraiment sur du développement de personnages, quoi. Le contexte de l'école, en fait, ça renforce vraiment tellement le lien qu'on peut avoir avec les personnages. Il y a vraiment des moments du jeu où j'étais très heureux parce que je revoyais ces personnages. Au début de la deuxième partie, de la deuxième moitié par exemple, quand on revoit ces personnages, les personnages de sa classe, c'était vraiment... il y avait un truc quoi, il y avait... J'étais vraiment à fond dedans, ça a vraiment bien fonctionné sur moi. Je trouve que c'est très très ingénieux. Et bien sûr, moi j'ai joué en mode casu, mais le permadeath et tout ça, ça renforce, je suppose. Ça s'additionne en fait avec tout ça. Donc ça doit être encore plus impactant si jamais on joue avec cette certaine pression. Et c'est pour cette raison, je pense que Fire Emblem Three Houses, ça a vraiment été une expérience très touchante et très marquante pour moi. Et j'espère pouvoir ressentir ça à nouveau dans un futur Fire Emblem. J'espère qu'ils vont pas repartir sur quelque chose de plus proche des classiques. J'ai d'ailleurs été assez déçu du DLC, le gros DLC scénarisé qu'ils ont sorti dans le Season Pass, parce que c'est 100% du Fire Emblem classique. On perd vraiment tout l'aspect gestion et tout, c'est un peu dommage. À titre personnel en tout cas, je sais pas ce qu'en pense vraiment la fanbase pour le coup. Mais moi, c'est vraiment cette approche plus gestion qui a fait que je me suis investi de ouf dans le jeu. Et ça, je trouve ça beau. Et voilà, on va passer au sujet suivant, parce que j'ai plus rien à dire, ça fait quand même un petit moment là qu'on parle de la même chose. Voilà, jouer à Fire Emblem Three Houses, c'est très sympa. Alors c'est de droite, mais c'est très sympa. Et on passe au sujet suivant, on va faire un peu de propagande pour Megaman, bien sûr, comme j'aime le faire. Un peu de propagande, bien sûr, Megaman c'est la vie. Et cette fois, on va parler de Megaman 0 et de Megaman ZX, donc tous les épisodes, je vais donner mon avis simplement sur tous les épisodes, et sur ce qui fait que, y a des jeux qui sont vachement bien, dans le lot, d'autres un peu moins, mais j'avais déjà très envie de balancer mon avis sur les jeux. À l'époque où j'ai fait la collection, je voulais faire ça sur Twitter, mais le temps est passé, et j'ai oublié. Et voilà où nous en sommes. Encore une fois, on va pas parler de la collection, même si c'est très tentant. On va attendre le bilan 2020 vraiment pour en parler plus précisément. Et pour vous dire à quel point c'est une très bonne collection, achetez-la et jouez, c'est très bien. En tout cas, c'est une bien meilleure compilation que Super Mario 3D All-Star, mais ça, on en reparlera dans le bilan. Les Megaman 0 et les Megaman ZX, c'était vraiment une sorte de redécouverte pour moi en ce début d'année 2020, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ces jeux. Alors pour les Megaman 0, j'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu, honnêtement. J'ai joué un peu au premier sur émulateur à une certaine époque, mais j'ai surtout fait les jeux pour la première fois via la compilation sur DS. Donc il y avait, je crois que c'est Megaman 0 Collection, simplement, qui était une collection qui regroupait vraiment juste simplement les 4 jeux. Mais il y avait un mode dont on reparlera dans le bilan parce que c'est important pour la compilation justement. Mais dans cette compilation, il y avait un mode histoire qui nous permettait genre de jouer aux 4 jeux à la suite. Donc à chaque fois qu'il y avait le générique de fin d'un jeu, ça passait directement au suivant. Ça avait aussi l'avantage d'être beaucoup plus facile, parce que ça c'est un truc... c'est vrai que les jeux sont quand même assez compliqués, quand même un peu difficiles. On reparlera de ce mode histoire dans le bilan de 2020, parce que c'est important pour la Legacy Collection sortie cette année. Et par contre, pour les jeux ZX, c'est des jeux que j'ai beaucoup taffé quand j'étais vraiment jeune. La Nintendo DS, ça fait partie de mon enfance et de ma préadolescence, je dirais. Et ZX, c'est vraiment un jeu auquel j'ai joué vraiment beaucoup de fois. Un peu moins Advent. Bizarrement, j'ai vraiment tout oublié de ces jeux. J'avais vraiment tout oublié de ces jeux avant de me lancer dans la collection. Et c'était vraiment un immense plaisir de rejouer à tous ces jeux.
Comme je le dis souvent quand je parle de Megaman, c'est pas tous des jeux excellents, c'est pas tous des jeux irréprochables, loin de là, mais je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de qualité et qu'il faut gratter un peu, et que quand on gratte un peu cette couche de trucs pas très accessibles, il y a des choses merveilleuses derrière, si je peux dire ça comme ça. En parlant de choses pas très accessibles, les Mega Man Zero sont disponibles uniquement en anglais, que ce soit les versions d'origine ou dans la compilation. C'est très dommage, par contre les jeux ZX sont en français eux. On commence par les Mega Man Zero, bien sûr, donc tous les jeux dont on va parler là maintenant ont été développés par Inti Creates, qui est une boîte qu'on connaît aujourd'hui pour avoir travaillé sur pas mal de clones de Mega Man d'ailleurs, ou de jeux plus ou moins dans le même genre, comme Azure Striker Gunvolt. Et il me semble qu'ils ont même travaillé sur Mighty Number 9, même si c'était pas eux qui ont fait le gros du travail. C'était quand même Concept, la boîte de Keiji Inafune, donc le papa, le chara designer de Megaman, qui est un peu le papa de Megaman sur beaucoup de points. Et du coup, dans les années 2000, Capcom a donné les clés de Megaman à Inti Creates pour qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent, un peu ce qu'ils voulaient. Et ça a donné Megaman Zero, qui est une quadrilogie tournant autour du personnage de Zero, en fait. Donc on n'a plus de Megaman en tant que personnage principal. On a Zero à la place, et c'est vachement bien, parce que Zero, il a quand même la giga classe, qui est quand même vachement cool. Donc scénaristiquement, ça se passe très longtemps après la série X, un siècle je crois, quelque chose comme ça, où il se trouve que X a pris le pouvoir d'une cité qui s'appelle Neo Arcadia, et l'ancien héros serait maintenant un espèce de tyran qui protège les humains, mais il aurait réduit en esclavage et en petits morceaux aussi les réploïdes, sous prétexte que la protection des humains est plus importante. Et du coup, nous on va suivre les aventures de Zero, qui va rejoindre la Résistance, qui va plutôt être réveillé de force par la commandante de la Résistance, donc Ciel. Zero qui semblait dormir dans un espèce de laboratoire souterrain, enfui, un peu secret, mystérieux, tout ça. Et du coup, il va se retrouver mêlé à tout ça, il va aider la Résistance justement à mettre fin aux agissements de X, de son ancien allié. Alors spoiler, c'est pas vraiment X qui l'eut cru. Et ouais, un scénario un petit peu plus vénère que... Enfin, les scénarios de Megaman ont toujours eu un contexte un petit peu vénère, surtout Megaman X, Megaman Zero, même Megaman Legends, qui se passe à une époque où l'humanité est presque éteinte et tout, le lore est profond, bordel. Je suis très très fan du lore de Megaman. Les scénarios sont jamais vraiment incroyables, mais je suis très intéressé par le lore, même si c'est surtout des trucs pour paraître cool. C'est pas comme s'il y avait un gros message politique derrière, quoi. Et du coup, ce premier épisode, il est plutôt chouette, il est un petit peu expérimental, je pense. Il s'agit toujours d'un jeu d'action plateforme en 2D, ça va être le cas de tous les jeux dont on va parler maintenant. Mais ce premier épisode de Mega Man Zero, il essaye des nouvelles choses qui sont plutôt intéressantes. Il a notamment dans son level design un aspect un peu ouvert. On peut se balader dans plusieurs zones qu'on va parcourir au fil des missions du jeu. Ce qui d'ailleurs implique un espèce de petit côté farming d'argent qui est un petit peu relou. C'est quand même pas forcément très très exploité, ni très très poussé. C'est une idée, cette espèce de monde ouvert, c'est une idée qui reviendra dans quelques temps avec les Mega Man ZX, on va en reparler. Mais sinon, en dehors de ça, au niveau du gameplay, c'est vraiment très très clean. Pour une première fois, c'est assez incroyable. Pour une première fois, et venant d'autres développeurs que Capcom, c'est quand même assez surprenant de voir à quel point ils ont compris directement comment se jouer un Mega Man. Le gameplay est vraiment, vraiment très clean. Le game feel est vraiment propre. Et en plus, il y a des vraies nouvelles bonnes idées, notamment la possibilité d'avoir 2 armes en même temps équipées.
Je crois qu'il y a 4... Oui, il y a que 4 armes au total dans le jeu. Il y a un espèce de pistolet, le sabre Z bien sûr, une lance et un bouclier qui fait aussi boomerang. Et c'est cool parce qu'en fait, on peut équiper, et ça va être le cas pour tous les Mega Man Zero, on peut, et même pour Mega Man ZX en fait, on peut équiper 2 de ces armes en même temps, et du coup on a 2 boutons d'action, ce qui fait qu'on peut charger les deux en même temps, et vraiment s'adapter à la situation en utilisant les armes de manière optimale. C'est vraiment très chouette, on peut charger les 2 armes en même temps et tout. Il faut aussi souligner le scénario qui est pas forcément incroyable, parce que ça reste un scénario, et c'est un problème qui va être valable pour tous les Mega Man Zero, c'est un scénario qui veut raconter des trucs, qui a un univers qui est très sympathique, mais c'est un scénario qui tient sur un jeu d'action plateforme qui dure 2-3 heures grand maximum. C'est des jeux qui sont très courts mais très intenses, et voilà, ce scénario justement qui essaye de raconter des trucs, il vient s'intercaler dans ce jeu d'action qui dure pas très longtemps, et du coup l'histoire est vraiment pas super bien expliquée, un peu expéditive, mais il y a des concepts et des personnages sympathiques. Et ça, c'est une critique que je vais pouvoir faire à tous les autres jeux de la série Mega Man Zero, malheureusement. Le jeu est très joli, on a de très beaux sprites sur GBA, même si ça entraîne un petit problème, c'est que les sprites sont un peu gros. Et du coup, ça prend beaucoup de place sur un écran de GBA, et les stages manquent un peu de lisibilité. C'est parfois un peu difficile de savoir s'il y a une plateforme en dessous de nous, ou si c'est le vide. C'est quelque chose qui arrive parfois dans ce premier épisode, pas forcément beaucoup dans les suivants, mais ça peut être un peu dérangeant parfois. On va passer déjà à Mega Man Zero 2, parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça sur le premier épisode. C'est vraiment sympathique, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont introduites, il y a des concepts vraiment très cool dans les personnages qu'on rencontre, même X, l'antagoniste du jeu, moi j'aime beaucoup cet aspect-là, même si on voit le twist arriver à 15 000 km qu'en fait, oh là là, c'est pas lui. Ça reste très sympa, pas forcément parfait, pas parfait du tout, il y a des choses à revoir, vraiment, il y a ce côté farming qui est pénible, et si vous farmez rien du tout, le jeu est vraiment très difficile, mais en général, ça reste plutôt sympa. 0.2 va être une amélioration, va être beaucoup mieux sur pas mal de points, notamment dans cet aspect farming qui est toujours là, mais qui est moins chiant et moins important quand même. On a ici une trame principale qui est un peu moins intéressante. Moi, j'ai pas forcément super bien accroché au scénario du 2, donc le 1 vraiment clôt cette histoire de X qui a pris le pouvoir, tout ça. J'ai étrangement pas beaucoup d'affect avec ce Mega Man 02, c'est pas... Il y a beaucoup d'améliorations sur le gameplay, mais je trouve que les niveaux sont assez oubliables. Ouais, je m'en souviens là maintenant, comme ça, je me souviens de 2 niveaux, je crois. C'est pas fou. Oui, parce qu'on n'est plus sur un monde un peu ouvert comme dans le premier jeu, mais on a vraiment un retour au niveau classique de Mega Man, avec le fait de pouvoir choisir par quel niveau on commence et tout. C'est quelque chose qui sera valable pendant tout le reste de la série 0. Mais par contre, en termes de scénario, ça amorce ce qui va arriver dans le prochain. Mais en général, je trouve 0.2 un peu osef. Et ça, c'est dommage. Mais ça va devenir beaucoup mieux avec 0.3, qui est une merveille, qui est un des meilleurs Mega Man pour moi, et je pense... Alors c'est pas mon préféré, parce que Mega Man X, le premier, a quand même une place très importante dans mon cœur, mais je pense que c'est le meilleur Mega Man 2D. Je le dis, et je vais même aller encore plus loin, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs jeux d'action plateforme 2D auxquels j'ai pu jouer. À ce point-là. Vraiment. C'est vraiment dans ce 3e épisode que les mécaniques de jeu qui sont même installées depuis le premier brillent le plus. Et avec le temps, j'avais vraiment oublié à quel point ce jeu est incroyable. Ce qui est étrange parce que j'ai ce jeu en boîte, en version japonaise. C'est que vous pouvez voir d'ailleurs dans mon décor, dans mes passages facecam, dans mes vidéos. Alors je sais pas si on le voit bien, je crois qu'il y a vraiment un reflet de lumière dégueulasse juste à cet endroit-là. Parce que bien sûr, je n'ai aucun budget et je filme
Donc je filme mon décor et mes passages facecam à la lumière naturelle. Je crois que ça se voit, il y a d'énormes reflets sur mes lunettes. C'est très relou. c'est très relou, mais je peux pas, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Et du coup, il est dans le décor, juste derrière les statuettes de Yugi et de Goku, il y a une boîte rouge. Et c'est en fait la version japonaise de Megaman 03 sur GBA, qui est probablement ma boîte de jeux vidéo préférée en fait. Si je devais en choisir une, je pense que ce serait celle-là. Je la trouve absolument magnifique. Et tout le chara design en fait, et vraiment tout le style visuel de Megaman 0, c'est vraiment super cool. J'aime beaucoup vraiment le style. Je vais essayer de retrouver le nom du chara designer. Oui voilà, c'est ça, c'est Toru Nakayama, qui s'est occupé des designs généraux de tout Megaman 0. Et il a un peu bossé sur ZX aussi. Mais c'est plus vraiment lui qui fait le chara design. Et son style est absolument très reconnaissable, très distinct et vraiment magnifique, je trouve. Si vous êtes un peu curieux, je vous invite à aller voir... si vous voulez rigoler un peu, je vous invite à aller voir la boîte américaine de Megaman 03. Si on la compare à la boîte japonaise, déjà c'est dégueulasse. Mais en dehors de ça, je vous invite à, à regarder les yeux du personnage. Ils partent quand même dans des sens un peu différents. C'est ridicule. C'est dégueulasse. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est si bien Megaman 03 ? Pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur platformer action auquel j'ai joué, tout ça. Déjà, Megaman 03, c'est un peu le climax de la série. C'est pas le dernier épisode, mais c'est la fin de l'arc qui a été instauré dans Megaman 02. Il se passe vraiment beaucoup de choses très très cool dans la fin de 03, et je pense que c'est la fin la plus marquante de la série aussi, même si la fin de 04 est très vénère aussi, très très importante. 03 atteint tout de même des sommets, notamment parce que la fin et les concepts qui sont introduits dans le scénario du jeu sont vraiment très importants pour le lore. On y revient encore. C'est vraiment des moments et des choses qui sont très très importantes. Et même en général, le scénario est vachement cool en fait. Vraiment, j'ai été très surpris de voir à quel point le scénario était plutôt bien. Et dans un jeu Megaman, c'est surprenant. Encore une fois, il souffre quand même de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, du fait que ça reste un jeu qui dure 2-3 heures, du coup ouais, c'est pas... y a pas le temps de développer un truc absolument incroyable, et du coup tout est rushé, et même tous ces détails dont je vous parle à propos du lore, en fait, c'est très mal expliqué. Moi, il y a pas mal de choses que j'avais mal compris, en fait, même en y rejouant maintenant en 2020, j'avais encore des souvenirs du scénario de 03, et il y a des choses que je pensais que je pensais à propos du jeu, et même en y rejouant en ce début d'année, j'avais l'impression que le jeu confirmait ce que je pensais, mais en fait c'est pas vraiment ça quand tu vas voir des fiches Wikipédia. En fait, le truc c'est que le scénario est pas super bien expliqué parce qu'il n'y a pas le temps d'expliquer toutes les nuances, et du coup il y a plein de détails qui ont été développés dans des matériaux annexes, notamment dans des livres. Je sais pas si c'est des artbooks ou s'il y a carrément eu des livres uniquement dédiés au lore de Megaman 0, je sais pas trop. Des trucs qui sont uniquement sortis au Japon, bien entendu. Je sais par contre qu'il y a eu vraiment des audios, peut-être dans des CD audio. Il y a vraiment eu pas mal de choses qui ont été expliquées en haut format audio. Encore une fois, c'est des choses uniquement disponibles au Japon, parce que c'est fait par des doubleurs japonais et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été développées par ces biais-là, et pas directement dans le jeu, ce qui amène à des confusions, des choses que j'avais mal compris. Par exemple, le plus gros plot twist du jeu, est-ce que je spoil le plot twist ou pas ?
Bon, je vais spoiler, c'est pas, le jeu est quand même assez vieux, et c'est pas un truc qui est inconnu non plus. Si vous connaissez le boss de fin de Mega Man 03, et vous savez sans doute qu'il se passe des trucs dans cette veine-là. Moi, il y a des choses que j'avais mal compris, apparemment, notamment sur la véritable identité du personnage qu'on contrôle, qui est Zero. Alors, je pensais vraiment que c'était pas Zero. Moi, ce que je pensais, en fait, à la base, c'était que la fin de 03 révèle que, en fait, on ne contrôle pas Zero du tout depuis le début, on contrôle une copie de Zero, de la même manière que le boss de fin de Mega Man 01 n'est pas X, mais une copie de lui. Et le boss de fin de Mega Man 03, c'est qui? C'est le boss de fin, c'est Omega, qui est en fait le corps original de Zero. Et du coup, moi, j'étais vraiment très fan de ce plot twist, parce que pour moi, ça veut dire... J'étais très très fan de ce plot twist, parce que pour moi, ça renvoie pas mal de messages super cool, très très shonen. Peu importe qui tu es, tu peux toi aussi incarner la mentalité de Zero, c'est ce héros légendaire. Tu peux le devenir aussi, rien qu'avec la conviction, même si tu n'es pas quelqu'un de spécial, parce que c'est un peu... Voilà, c'est... Parce qu'on se rend compte que le personnage qu'on contrôle depuis le début de la saga n'est pas du tout ce héros légendaire, mais notre personnage, il incarne l'esprit du Zero de Mega Man X. Donc ce héros, justement, le héros légendaire, le pourquoi il est reconnu comme un héros légendaire, on l'incarne même si on n'est pas vraiment lui. Et je trouve ça très très beau, et je trouve ça très très beau et très inspirant. Mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, j'avais mal compris. Pour moi, vraiment, j'ai rejoué au jeu en ce début d'année, je pensais encore que c'était le cas, parce que je trouve que l'histoire est très mal expliquée. Mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'on contrôle une copie du corps de Zero, que Omega est bien le corps original de Zero, mais que l'esprit original de Zero est dans le corps du personnage qu'on contrôle. Donc au final, on est quand même Zero. Donc tous les messages que je viens de dire là, ils sont pas vraiment... ils sont pas vrais. Ils n'existent pas, en fait. C'était juste une interprétation de ma part, parce que j'avais pas tous les éléments en main pour vraiment comprendre le scénario du jeu. Et je trouve que c'est vraiment un acte manqué, en fait, parce que ça aurait vraiment donné encore plus... ça aurait rendu ce plot twist encore plus beau et encore plus fort que ce qu'il n'est dans le jeu, au final. Ça me fait beaucoup penser à l'histoire de Shadow dans Sonic, qui, je trouve, est aussi un énorme acte manqué, alors que ça aurait pu être super intéressant. Shadow qui meurt à la fin de Sonic Adventure 2, mais qui revient dans Sonic Heroes, sans doute parce que c'est un personnage qui était très aimé et que Sega a dit on va le remettre, il est mort mais il revient, il faut trouver une raison à ça, et Sonic Heroes vraiment ne donnait pas la réponse au pourquoi il était là, mais semait des petites graines, notamment en montrant tous les clones que Eggman avait fait de Shadow. Et du coup, il y avait cette énorme question, est-ce que le Shadow qu'on contrôle dans Sonic Heroes, est-ce que c'est un clone, ou est-ce que c'est l'original qui aurait été sauvé d'une manière ou d'une autre? Et après, t'as Shadow le hérisson, le jeu, donc Shadow the Hedgehog, le jeu, qui arrive avec ses gros sabots et qui dit « Non, c'est l'original ». Alors qu'on aurait pu, de la même manière, avoir une espèce de copie de Shadow qui n'est pas le même personnage que le Shadow original, donc on respecte quand même les intentions de la fin de Sonic Adventure 2, tout en apportant ce nouveau personnage qui reste Shadow mais qui est juste une copie, qui incarnerait l'esprit du Shadow original en quelque sorte. Et là on aurait pu développer plein de trucs super intéressants sur cette copie de Shadow, notamment dans le jeu Shadow the Hedgehog. En plus ça va avec les thématiques du jeu, quoi. Parce que les thématiques du jeu, c'est Shadow qui recherche qui il est. C'est pour ça qu'on a le choix entre devenir gentil et méchant, qu'il y a plein de fins différentes où on le voit devenir plus ou moins gentil, plus ou moins méchant. C'est quelque chose qui aurait pu être tellement mieux géré en assumant le fait que c'est pas Shadow. Mais non, en fait c'est le vrai et on s'emmerde. Et on s'emmerde aussi dans Mega Man 0 du coup. Bon, même si le scénario est un peu flingué, le gameplay par contre, et c'est là que le jeu brille pour moi, c'est le gameplay.
J'ai trouvé le level design meilleur que jamais, vraiment. On a toujours 4 armes dans le jeu, même si on a une qui est nouvelle et qui remplace une autre, qui elle-même remplaçait la lance de 0-1 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours le revolver, on a toujours le sabre Z, on a toujours le bouclier boomerang, mais on a aussi je ne sais pas comment s'appelle ce truc, comment on dit en français, parce que les jeux sont pas... Donc c'est une arme qui s'appelle le Recoil Rod. C'est en gros des espèces de lames qui sont greffées, des lames laser, comme des sabres laser, tout ça, qui sont greffées au bras de Zero, et qui sont pas forcément très intéressantes en termes de combat rapproché, en fait, parce que elles sont pas très puissantes. Il y a un skill qu'on peut débloquer dans le jeu, qui permet d'enchaîner les attaques. C'est plutôt intéressant, mais c'est pas pour ça que l'arme est intéressante. La raison pour laquelle l'arme est intéressante, c'est que c'est une nouvelle option de mobilité qui est très très cool. Parce qu'en chargeant le coup, et en le lançant juste, normalement ça fait juste un gros coup, mais par contre quand on lance le coup vers le bas, ça projette Zero très très haut, c'est plus haut qu'un saut normal, c'est beaucoup plus haut qu'un saut normal, et en plus de ça, toujours avec l'attaque chargée, on peut rebondir sur les ennemis, et prendre appui sur eux en fait, un peu à la manière de Picsou dans DuckTales. Vous savez, quand il rebondit sur les ennemis avec sa canne, c'est le même principe, un petit peu plus difficile à utiliser tout de même, mais quand on maîtrise ça, en fait, ça nous donne beaucoup plus de possibilités de déplacement, en fait, simplement. Et en fait, je me rends compte que toutes les armes de ce jeu ont un intérêt à être jouées, ce qui n'était pas le cas de toutes les armes précédentes, je trouve en tout cas. Avec nos combinaisons d'armes, on peut jouer des styles très très différents. Voilà, imaginons si vous voulez jouer un peu polyvalent, distance, physique, ben vous prenez le revolver et... C'est pas un revolver, je sais pas comment on appelle ça, le buster et le sabre Z. Mais si vous voulez jouer seulement à distance, ben vous prenez juste le buster et le bouclier boomerang. Mais si vous voulez jouer complètement au corps à corps, bah vous prenez le sabre Z et cette nouvelle arme, le Recoil Rod. Si vous voulez rester tout le temps mobile, vous prenez le Buster et le Recoil Rod pour vraiment jouer à distance aussi. Vraiment, il y a plein de combinaisons comme ça entre les armes qui fonctionnent bien. Ce qui fait qu'il y a un peu de profondeur dans le gameplay, et la profondeur s'arrête pas là parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Il y a deux choses que j'ai oublié de mentionner depuis qu'on parle de Mega Man Zero. C'est que, premièrement, à partir de Mega Man Zero 2, il y a des skills qu'on peut obtenir qui sont vraiment des nouvelles attaques pour Zero, dépendant de l'arme qu'il équipe. Alors en général, c'est quand même surtout axé sur le sabre Z. Par exemple, voilà, il y a une espèce de Shoryuken quand vous faites O plus B. En fait, ça se débloque quand on arrive à terminer les stages avec un certain score, un score très élevé. Il me semble que c'est ça. Ou alors c'est juste les combats de boss, je sais plus exactement. Ça doit peut-être dépendre du jeu aussi. Mais voilà, on débloque des techniques qui viennent s'ajouter aux capacités de Zero, en plus de ces quatre armes de base. Et puis aussi, il y a une chose que j'ai pas dit, et pourtant qui est présent depuis le tout premier jeu, et si vous avez joué au jeu, peut-être que vous n'êtes pas au courant, parce que c'est vraiment pas quelque chose que le jeu nous explique et veut qu'on utilise. C'est vraiment une mécanique un peu planquée. C'est que les jeux Mega Man Zero ont un système de combo. Et ça, c'est très surprenant. J'ai découvert ça sur internet, hein. J'ai pas découvert ça en jouant au jeu. Alors c'est un système de combo qui est vraiment très très simple en fait, c'est juste que... Et c'est un système de combo qui nous est un peu montré tout simplement en fait. Donc si vous voulez, dans les jeux Mega Man, quand on inflige des dégâts à un boss, et ce système de combo va surtout concerner les combats de boss, parce que les combats contre les petits ennemis, ça n'a pas vraiment d'intérêt de vraiment utiliser des combos, parce qu'ils meurent vraiment très vite, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans un combat de boss dans Mega Man, quand on inflige des dégâts à un ennemi,
il a des frames d'invincibilité. Vous pouvez pas lui tirer dessus constamment et il va tout le temps avoir des dégâts en fait. Il va avoir des frames d'invincibilité. Et ce système de combo, en fait, il passe à travers les frames d'invincibilité. Et c'est un truc qui nous est montré très simplement avec le combo de base du sabre Z de 0. Un combo de base qui fait 3 coups en fait. Et ces 3 coups passent à travers les frames d'invincibilité. Et le truc c'est que il y a certaines attaques, certaines capacités qui ont le même effet que ces 3 coups en fait, qui peuvent s'enchaîner les unes derrière les autres pour créer un combo. Alors c'est vraiment, je sais pas exactement comment ça marche, j'ai vu qu'il y avait des tableaux vraiment qui répertoriaient quelle attaque s'enchaîne avec quelle autre attaque, ce genre de truc. C'est assez fou, je vous avoue que je maîtrise pas ça, c'est vraiment, ça demande vraiment une certaine maîtrise du jeu que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir, je vais sans doute rejouer au jeu dans peu de temps parce que j'en ai très très envie, ce 3e épisode c'est vraiment un excellent jeu. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai jamais réussi à faire ce genre de combo, hein, c'est la folie, mais voilà, si vous voulez aller voir des speedruns, et si vous voyez des gens qui défoncent la barre de vie des boss en quelques secondes, c'est parce qu'ils utilisent ce genre de combo. Et c'est vraiment super impressionnant à voir, d'ailleurs. Et en fait, tout ça, ça participe vraiment à apporter une certaine profondeur à ce jeu d'action plateforme qui n'en a pas besoin, mais qui va du coup avoir de la valeur à être vraiment maîtrisé, à vraiment recommencer le jeu encore et encore pour vraiment le connaître par cœur, ça doit être vraiment quelque chose de très amusant. Et j'ai honnêtement très très envie d'essayer. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un des meilleurs jeux d'action plateforme auxquels j'ai jamais joué. Parce que j'ai rarement vu autant de complexité, autant de profondeur en fait, même si on n'a pas tant que ça non plus, hein, c'est pas un jeu de combat, c'est pas du versus fighting, mais il y a quand même un peu de profondeur dans un genre qui n'en a pas souvent et qui n'en a pas besoin de toute façon. Et je trouve ça vraiment super cool. Et on va passer à 0.4 parce que sinon je vais parler toute la journée de 0.3, je pense qu'on a passé assez de temps à en parler. Il faut qu'on avance un peu là quand même. 0.4 qui est une immense déception. Après le 3 qui était complètement fou, malheureusement le 4 fait tout en moins bien. Et ça me chagrine. Et vraiment le level design je le trouve vraiment moins intéressant. Ils ont enlevé 2 armes. Donc ils ont enlevé le bouclier et le recoil rod pour le remplacer par une espèce de... Je sais pas si... par une espèce de grab. En fait, on peut attraper les ennemis pour en extraire une arme qui a vraiment des propriétés très différentes. En fait, le problème, c'est que vraiment, c'est des armes qui durent pas très longtemps, qui sont limitées dans le temps, et qui en plus dépendent des ennemis qui sont dans le stage où vous êtes. Vraiment, c'est vraiment pas très intéressant comme système. Ils ont remplacé les 2 armes super pratiques par ce truc qui marche pas super bien. Du coup, ça fait que la profondeur de Mega Man 03 est bien amoindrie par l'absence de ces armes-là, même s'il y a encore des skills à débloquer. Il y a un système de craft pour améliorer le personnage qui a pas de sens. Enfin, c'est pas qu'il a pas de sens, c'est surtout qu'il est absolument pas clair et que c'est impossible de deviner ce qu'il faut crafter ensemble, en fait. On nous demande de choisir des matériaux à crafter, mais on n'a aucune idée de ce qui va avec quoi. Il y a 2-3 recettes dans le jeu, mais c'est vraiment très très insuffisant comparé à tout ce qu'on peut crafter dans le jeu. Et du coup, là, faut forcément aller voir une soluce pour pas gaspiller tout ce que vous ramassez dans les niveaux. Les musiques sont aussi beaucoup moins bonnes que dans les autres jeux. Pour être plus précis, les compositions sont bien parce que les musiques ont été refaites dans un disque de remix et du coup on se rend bien compte du problème. Le problème c'est les sons de la GBA qui sont utilisés qui sont un peu dégueux. Je sais pas comment ça fonctionne mais ça rend vraiment moins bien. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé avec Mega Man X3 qui avait aussi une bande son très cool mais rendue avec des sons dégueulasses de la SNES. C'était bizarre, bref. Et du coup, le scénario, lui aussi, est extrêmement rushé, et c'est vraiment dommage parce que c'est un scénario... C'est un espèce d'épilogue où on va... C'est pas vraiment un épilogue, c'est le dernier épisode de la sous-série Mega Man 0, et du coup, c'est aussi la conclusion de cette sous-série, c'est vraiment la fin. Et le scénario est vachement intéressant parce qu'il mêle le point de vue des humains aussi,
Il y a des humains dans le lot, et ça c'est super intéressant parce que on en voit tellement peu dans Megaman des humains, parce que tout se passe du point de vue des robots, des reploïdes et tout. Je crois qu'on voit vraiment très rarement les humains dans Megaman en fait, et du coup ça change un peu d'en voir vraiment. Et c'est des idées qui sont intéressantes, mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu ambitieux pour un action platformer qui dure 3 heures. Ce qui fait du coup que c'est pas bien, c'est extrêmement rushé, les personnages, on s'attache pas à eux, on s'en fout en fait. Et c'est vraiment dommage. Alors la fin est quand même vachement cool, mais c'est vraiment dommage que la série s'arrête sur cet épisode. Bon, on a quand même eu un épisode absolument incroyable juste avant, mais bon, c'est une conclusion très peu satisfaisante en tout cas en termes de jeu. Pas forcément en termes scénaristiques, je trouve que ça fait le taf quand même. Mais le jeu en lui-même, j'ai pas trop aimé, honnêtement. J'ai vraiment... Il y a pas mal de choix qui font pas beaucoup de sens, je pense. On enchaîne avec ZX, cette fois donc une nouvelle sous-série Megaman, toujours développée par Inti Creates, qui essaye des nouvelles choses cette fois. Ici on passe à l'ère de la Nintendo DS. Et on commence avec Megaman ZX, qui est toujours en action platformer en 2D, avec un contexte un peu différent, qui se passe encore une fois pas mal d'années après les événements de Megaman 0, sans doute un siècle encore une fois, ça se passe souvent par siècle entre les séries. Du coup on incarne soit Van, soit Elle, donc Van le garçon et Elle la fille. C'est le même personnage, c'est juste qu'on change, on peut choisir le genre, quoi. Le personnage principal est un livreur qui est en pleine livraison avec son chef, sauf qu'ils se font attaquer par des mavericks et que notre personnage principal doit se démerder tout seul à livrer un colis super important à une personne mystérieuse, super importante aussi. Sauf qu'il y a des ennemis partout et le colis réagit et lui dit est-ce que tu veux fusionner avec moi ? Le personnage principal accepte, et là il y a une séquence transformation Power Rangers absolument incroyable, et Van fusionne avec le Biometal X et devient une espèce de Megaman X. Il revêt une espèce d'armure très similaire à celle de X, et du coup c'est ça l'objet qu'il devait livrer, c'est le Biometal X. Alors un biométal c'est quoi ? C'est un espèce de petit objet, qui en fait renferme la mémoire, l'esprit, je sais pas exactement, je me souviens plus exactement, je fais ça de tête encore une fois. Les biométaux en fait renferment les esprits ou la mémoire de héros de l'histoire de Megaman en fait, et du coup donc on a le biométal X, on a le biométal Z qui est 0 du coup, et on en aura d'autres plus tard, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, c'est ça qui devait livrer à Prairie, une jeune femme qui est, encore une fois, leader d'une résistance, parce qu'il y a encore des gouvernements qui font un peu n'importe quoi et qui complotent en essayant d'avoir la puissance d'un certain biométal modèle W. Et voilà, donc on est dans un délire un peu plus super-héroïque. Cette fois, on va pouvoir revêtir différents biométaux dans le gameplay et avoir justement les capacités des différents personnages que ces biométaux représentent en fait. Et c'est vachement cool, c'est vraiment un jeu que j'aime d'amour, même si je lui trouve, maintenant que j'y ai rejoué avec un esprit de vieux con, je lui trouve beaucoup de défauts, malheureusement. Mais je l'aime toujours autant, c'était vraiment un bon gros trip nostalgique d'y rejouer. J'avoue que j'avais vraiment la larme à l'œil en réécoutant certaines musiques. Dans les points négatifs déjà, le gameplay est vraiment très chouette, un petit peu plus lourd il me semble, mais on retrouve plus ou moins la même physique que dans les Megaman 0. Donc du coup le game feel est vraiment très chouette. Même si voilà, le gameplay perd beaucoup de cette complexité, de cette profondeur dont je parlais tout à l'heure, parce que on n'est plus vraiment sur un seul personnage qui a plein de capacités partout, et plusieurs armes à manier en même temps. On va pouvoir incarner plusieurs biométaux, mais qui sont des transformations différentes. Et on peut pas vraiment enchaîner des transformations de manière fluide. On n'a plus ce personnage très bien construit avec lequel on peut enchaîner plein de trucs.
on peut faire des combos, tout ça. On a 5 ou 6 personnages moins fouillés, moins intéressants en termes de gameplay, mais au style radicalement différent. C'est moins permissif, il y a moins de possibilités. C'est un changement qui, je pense, a beaucoup divisé. Mais ça reste sympathique, vraiment le fait que les biométaux offrent des styles de jeu très différents, c'est vraiment cool. Pour chacune des transformations, le gameplay n'est pas super profond. ZX a une approche plus proche de ce que faisait Megaman 01 avec un monde plus ouvert, sauf que cette fois il y a vraiment une dimension bien plus large. On est vraiment sur un Metroidvania en fait, ou plutôt sur un Metroid-like. Il n'y a pas vraiment d'aspect RPG en fait. Un aspect Metroid-like qui fonctionne, je sais pas trop en fait, j'ai pas trop aimé. J'aime beaucoup les Metroid-like et les Metroidvania en général, mais là je sais pas si ça marche vraiment. J'étais un peu déçu, j'avais pas forcément cette envie d'explorer. Alors, il y a déjà un immense problème en termes d'orientation. Je pense que c'est pas juste un problème que moi j'ai peut-être un très mauvais sens de l'orientation, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de vraie map dans le jeu, et ça rend fou, vraiment. Il y a une map qui montre un peu quel secteur est proche de quel autre secteur, mais c'est pas clair. Il y a des chemins et des embranchements partout, et on ne le voit pas en fait. Il n'y a pas de map très claire dans le jeu, et ça rend fou. N'hésitez pas à aller voir une map sur internet parce que putain, quel enfer. Désolé pour mon langage, mais c'est vraiment l'enfer de se repérer dans ce jeu. C'est terrible. Mais en dehors de ça, même l'aspect Metroid-like, le fait de revisiter des environnements et tout après, ça fonctionne, mais je sais pas, je trouve que c'est pas aussi bien que je le voudrais. Et j'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi j'aime pas trop. Pourquoi ? Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est juste que ça m'a pas accroché autant que n'importe quel autre Metroid-like l'a fait avant lui. Je suis un énorme fan de Metroid, Bon, j'ai pas joué à beaucoup de Castlevania, Metroidvania, mais ceux auxquels j'ai joué, j'ai absolument accroché. Et voilà, en général, la majorité des Metroidvania auxquels j'ai joué, j'avais constamment envie d'explorer partout, tout le temps, de revenir en arrière, de faire des allers-retours. Et là, ça a pas fonctionné sur moi, et j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé. Je sais pas, c'est peut-être la faute au rythme du gameplay de Megaman. C'est des jeux qui sont extrêmement rapides, extrêmement dynamiques. Je sais pas, peut-être que ça marche pas trop avec un level design comme celui-là, je sais pas trop. Megaman, c'est beaucoup plus action qu'exploration, quoi. C'est peut-être ça le problème, je sais pas. Après, ça reste vraiment très agréable à jouer. Je suis plutôt convaincu par le scénario, qui est pas incroyable. Le jeu est beaucoup plus long que les Megaman 0, du coup, il y a vraiment plus de temps pour développer des trucs. Et il se passe des choses vraiment impactantes très rapidement dans le jeu. Et voilà, moi, c'est un jeu que je trouve très très joli aussi. Les musiques sont super cool. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ZX. C'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel je rejouerai avec plaisir, mais qui est loin d'être parfait malheureusement. Ensuite, on a Megaman ZX Advent, qui est une suite qui se passe quelques années après les événements du premier jeu, dans lequel on n'incarne plus Van et Elle, mais on incarne Gray ou Ash. Donc Gray le garçon et Ash la fille. Gray qui est un Reploid qui, dès le début du jeu, se réveille dans un espèce de laboratoire chelou, et il va très rapidement rejoindre une espèce de bande de mercenaires, et lors d'une première mission, en fait, il va fusionner avec le biométal modèle A. Et pareil pour Ash, plus ou moins la même chose, sauf que elle est pas... donc c'est une humaine. Je crois que même avant le tout début du jeu, elle fait déjà partie de ce groupe de mercenaires. Et donc pareil, hein, elle va se lier avec le biométal modèle A. C'est le même scénario selon les personnages. Hein. C'est juste, il y a quand même quelques différences avec Grey qui a un petit peu plus d'importance, peut-être. ZX Advent, c'est un petit pas en avant, je trouve. C'est un jeu qui est mieux. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour le premier ZX. Et je pense que je le préfère dans mon cœur.
Mais je trouve qu'Advent est un petit peu mieux maîtrisé sur pas mal de points. Sur son gameplay notamment, voilà, on va retrouver encore une fois tous ces biométaux qu'on va pouvoir utiliser. Mais ils ont un peu plus de possibilités, chacun ont un peu plus de trucs, de nouvelles actions possibles, de nouvelles attaques qui sont plutôt chouettes. On va pouvoir aussi incarner les boss du jeu, c'est une des capacités du modèle A, de pouvoir copier toute l'apparence des boss qu'on affronte. Du coup on peut contrôler les boss. Bon, ça sert un peu à rien, ça sert pour certains puzzles, mais c'est vraiment très très situationnel. Ça sert un peu à rien ces gadgets, mais c'est sympa, voilà. On perd par contre beaucoup l'aspect Metroid-like, cette fois. Donc on a toujours un jeu libre, où on se balade dans pas mal de zones, où c'est assez ouvert, mais tout n'est plus interconnecté en fait. C'est le but, le but du Metroid-like, c'est vraiment d'avoir plein de zones interconnectées entre elles, et toute l'action du jeu se passe dans ces zones-là. Ici, Advent, on a vraiment des endroits où on doit aller dans un téléporteur pour arriver à cet endroit-là. C'est pas vraiment connecté. Il y a plein de zones qui sont pas connectées au reste. On a une espèce de grande zone centrale qui est interconnectée, et puis après, on a plein de petites zones autour qui sont pas connectées à tout ça. Ça marche quand même, honnêtement, et en termes de scénario aussi, on fait un petit pas en avant. Je trouve qu'il y a des trucs très intéressants qui se passent, notamment avec les trois dirigeants. D'ailleurs, le jeu se termine par un cliffhanger, merde, à quand la suite? À quand la suite? Je sais pas si ça arrivera, parce que le jeu s'est très très mal vendu. On espère que cette compilation s'est bien vendue, histoire de montrer à Capcom que ça nous intéresse, quoi. Et du coup, ouais, on garde vraiment cet aspect un peu super-héros qui a été installé avec ZX, avec les biométaux et tout. J'aime beaucoup cette ambiance, et ça reste un jeu plutôt solide, honnêtement, avec des bons moments, des grands moments, je trouve, dans le scénar. C'est chouette, voilà. Et on a fait le tour des jeux disponibles dans cette compilation. J'ai surtout beaucoup parlé de 03. J'aurais peut-être pu faire entièrement ce segment sur ce jeu-là. Et voilà. Du coup, on va passer à la suite. Mais je vous conseille grandement cette compilation, même si tous les jeux sont pas parfaits. C'est des jeux qui sont pas très longs, qui sont vachement fun. Si vous aimez le genre, franchement, foncez, qui sont un peu difficiles, surtout les Mega Man 0. Honnêtement, même si dans la compilation, je vais pas trop en parler parce que c'est pour le bilan, mais dans la compilation, il y a des trucs pour aider quand même. Hein. Mais voilà, pour mon avis sur ces jeux, on va passer au point actu YouTube. C'est parti. Et oui, je fais des vidéos incroyables. J'ai passé 5 mois sans en faire. Enfin si, il y avait un petit podcast, mais bon, est-ce que ça compte? Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé aux vidéos sur Yu-Gi-Oh! Ça a pris longtemps, ça a pris 5 mois je crois, pour sortir ces vidéos. Et vous avez été absolument adorables. Je vous remercie vraiment de tous vos partages, tous vos commentaires. Je suis vraiment très très content que ça vous ait plu, parce que j'ai foutu 5 mois de temps libre dans ce dans ce truc, dans ce projet, et je suis honnêtement content du résultat. Alors pas forcément 100% satisfait, parce que je ne le suis jamais. J'ai un peu un petit côté perfectionniste de gros connard, mais voilà, je suis quand même plutôt satisfait. Il y a des petites choses que j'aurais bien voulu retoucher maintenant après coup, des petites remarques à ajouter ici et là, dans le texte, je veux dire. Mais bon, tant pis, c'est en ligne, je ne peux plus. Et je ne veux plus jamais entendre parler de Yu-Gi-Oh! C'est faux, bien entendu, vous savez très bien que je vais repartir sur un autre projet sur la série. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a cette vidéo sur 5Ds que j'ai envie de faire, mais ce sera pas pour tout de suite. Parce qu'il faudrait que je revoie la série déjà. Et ça va prendre du temps. Après, si je fais une vidéo sur 5Ds, je pense pas que ce sera aussi gargantuesque
que ce projet sur le manga. Parce que vraiment, là, sur le manga, j'ai craqué mon slip, hein. Je sais pas, j'avais beaucoup de choses à dire, apparemment. Et d'ailleurs, oui, il faut que je continue ça, d'ailleurs. Peut-être que quand vous écouterez ce podcast, eh bien, des sous-titres seront disponibles pour les vidéos Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai commencé à faire ça par curiosité d'abord. C'est un truc auquel je pense depuis un petit moment, d'ajouter vraiment des sous-titres à mes vidéos, par principe, parce que vraiment histoire de rendre mes vidéos accessibles à un plus large public. Je pense que ce serait vraiment cool, sauf que voilà, je n'avais pas vraiment sauté le pas parce que je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps et que je savais pas trop comment ça fonctionnait sur YouTube. Bon, il se trouve que c'est très simple à utiliser, même si c'est pas super précis et ça me fait un peu perdre du temps, c'est chiant. Et voilà, du coup, j'ai commencé là, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai fait 2 parties, j'ai sous-titré 2 parties entièrement. C'est si long, ça prend extrêmement longtemps, mais je vais continuer bien sûr. Et je compte faire ça pour toutes les vidéos que j'ai sorties auparavant, par la suite. Alors ça viendra petit à petit avec le temps, parce que vraiment ça prend beaucoup de temps de sous-titrer les vidéos. Ça sera pas disponible demain, quoi, en tout cas. Mais c'est un truc que je compte vraiment faire. Je sais pas si les sous-titres en eux-mêmes seront parfaits, je pense qu'il y aura pas mal il y aura peut-être des petites fautes ici et là. Je fais quand même des vidéos qui sont assez longues, donc ouais, c'est compliqué de tout vérifier précisément. J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes, pas vraiment des fautes de français, ni des fautes d'orthographe, plutôt des fautes d'accord. Parce que le français est une langue compliquée qui nous emmerde profondément, en tout cas qui moi m'emmerde profondément. Et j'ai pas mal d'interrogations qui me viennent aussi sur le rythme, sur la disposition, la forme des sous-titres qui... Je sais pas trop sur quel pied danser. Honnêtement, je m'y connais pas trop en sous-titrage. Donc j'espère que ce sera pas trop dégueulasse, mais en tout cas, je vais quand même le faire. Mais en tout cas, je vais le faire et améliorer ça au fil du temps. Et voilà, Yu-Gi-Oh! C'est fini. C'est vraiment très bizarre de terminer un projet comme ça qui a pris si longtemps. Mais je suis très content de passer à autre chose et de bosser sur d'autres vidéos. Dont 2 vidéos qui seront plus courtes, en tout cas pour l'une des 2, qui sera même vachement courte comparée... ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos aussi courtes, et je ne vous dévoile pas le sujet de cette vidéo, cette courte vidéo-là. Par contre, je vais peut-être vous parler de la vidéo suivante. Je pense que les 2 vidéos sortiront pas trop éloignées en termes de temps, parce qu'on est sur un sujet qui est plutôt similaire, du coup elles sont un petit peu complémentaires en quelque sorte. La grosse vidéo des 2, ce sera sur un petit jeu sorti cette année, je sais pas si vous connaissez, un petit remake qui a fait parler de lui. Voilà, c'est un nom qui est pas très très connu, je sais pas si vous connaissez. Voilà, ça commence par Final, et ça se termine par Fantasy VII Remake. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est pas très connu, hein. C'est pas très connu comme remake, comme jeu. Et ouais, j'ai très envie de revenir au format classique de critique, comme j'avais fait pour Nier par exemple, comme j'avais fait pour les Sonic. Et j'espère que cette vidéo sera vachement moins longue que parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire, mais j'espère quand même que ce sera moins long que la dernière vidéo sur Pokémon. Ce serait bien quand même de faire un truc entre 30 minutes et 1 heure, ce serait bien, voilà. S'il vous plaît, j'espère que je vais pas partir en couille et commencer à écrire un livre. Mais j'ai des choses à dire et ce sera sans doute les prochains sujets. Et voilà, et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes très courageux. Portez-vous bien et à la prochaine. On se voit, on se dit rendez-vous, on se donne rendez-vous. Terrible, j'arrive plus à parler. Il est tard, hein, chez moi il est tard. Il est 11h du soir, il est 23h. Terrible. Quelle idée d'enregistrer ça à cette heure-ci. On se donne rendez-vous pour une toute autre vidéo sur un tout autre sujet.
Allez, salut!